bienvenue à toutes et tous dans notre édition encore très chargée. Et nous allons tout de suite jeter un œil sur le sommaire de ce magazine. Nous parlerons de la CAN des U17 au Niger, le Cameroun et la Côte d'Ivoire éliminés. Qui peut sortir vainqueur justement de cette CAN des U17? Eh bien, nous allons tenter d'analyser justement les rencontres dans quelques instants. Crise au sein du football gabonais, que se passe-t-il? Réponse avec nos invités. Nous allons vous présenter justement notre premier invité tout à l'heure et puis nous appellerons à la Corse tout à l'heure avec le président de l'association des footballeurs professionnels gabonais. Et puis, doit-on interdire le déplacement des supporters anglais après les incidents de Paris? Nous répondrons à cette question avec l'avocat de Souleymane, le franco-mauritanien qui a été interdit justement de monter dans le métro parisien. Et maître Jim-Michel Gabriel sera avec nous dans quelques instants dans cette émission. Et puis notre invité dans la première partie, eh bien, c'est Axel Edou Guéma qui est mécontent et nous expliquera pourquoi justement le football gabonais est dans le tunnel. C'est le mot qu'il faut employer ou pas? Ou est à l'arrêt? À l'arrêt, on va dire, et avec plusieurs problèmes à relever, effectivement. D'accord, nous allons voir ça tout à l'heure. Et puis nos éditos, il y a Saïd Afizi qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Saïd. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis Sami Mochtabi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et puis la question de l'FC, la CAF avait-elle raison justement de sanctionner la Tunisie et le Maroc? Vous nous répondez sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Les petits éléphants ne vont pas imiter les grands, c'est à la une de l'FC. Alors, messieurs, nous allons voir ça tout de suite avec justement le troisième tour de groupe pour cette CAN des U17 avec le Niger qui a quand même sauvé sa peau en battant la Guinée 2-1 et le Nigeria qui a battu la Zambie sur le score de 3-1. Donc ça, c'est un groupe A. Alors, le Gabon n'est pas dans le coup, hein, les U17, ça marche pas du tout. Pour vous, non? Effectivement, nous ne sommes pas à cette CAN et ça démontre effectivement qu'il y a ce problème à la base. Si déjà au niveau des catégories inférieures, nous n'arrivons plus effectivement à participer à ce genre de compétition, c'est qu'il faut repenser la situation du football au Gabon. Et justement, groupe B, Afrique du Sud, Cameroun 3-1 et Côte d'Ivoire-Mali, c'est le Mali qui l'emporte sur le score de 1-0. Alors décidément, rien ne va plus pour le football camerounais. Et puis les demi-finales, mercredi 25 février, il y aura un certain, vous voyez les résultats d'ailleurs, hein, donc Côte d'Ivoire, c'était je crois le troisième tour, c'est ça, et puis Mali qui a battu Cameroun 3-1. Vous voyez donc ces résultats. Alors pour les demi-finales, le 25 février, Nigeria, Afrique du Sud, et jeudi 26, Mali-Guinée. Alors nos éditons maintenant, ça justement, que pensez-vous de ce carré final quasiment, Nigeria, Afrique du Sud et Mali-Guinée? Qui sentez-vous Le Nigeria par tradition est toujours bien placé dans les catégories jeunes, hein. On le remarque notamment lors de la dernière Coupe du Monde U17, on le voit, c'est une tradition chez eux, les catégories jeunes sont très performantes, donc c'est pas une surprise de les retrouver à ce stade-là de la compétition. Belle performance à noter du Mali qui réalise un superbe tournoi. C'est une belle compétition. On a vu qu'il y avait grosso modo plus de 20 à 25 buts sur les 8 premiers matchs. Donc est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte justement des entraîneurs locaux qui laissent justement cette fougue, cette folie du football africain vivre et s'exprimer, contrairement à ce qu'on peut voir justement dans les CAN seniors où il y a beaucoup plus d'entraîneurs et de sélectionneurs européens qui brident un peu les joueurs, qui restent dans des schémas tactiques très imposés. Donc c'est une belle compétition. Le Nigeria est clairement l'équipe favorite de cette compétition-là. On les attend au moins en finale. Oui, mais ça met un petit mot. Justement, on avait parlé précisément du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et justement, c'est le Mali qui a eu sa chance d'aller le plus loin possible. Oui, une petite déception pour la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, nous allons appeler Joseph-Antoine Bell pour nous parler justement de l'échec du Cameroun. Mais un petit mot sur Mali et Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, la Côte d'Ivoire serait une grosse déception. C'est les tenants du titre quand même. On les attendait un peu plus haut que ça, un peu plus loin que ça. Ils avaient le destin entre leurs mains. Ils se sont vraiment ratés. Le Mali, moi, est l'équipe qui me semble être l'outsider de la compétition. D'ailleurs, comme l'a dit Saïd, le Nigeria, qui par tradition est toujours l'épouvantail de ce genre de compétition avec le Ghana. Donc oui, je verrais bien le Mali, une petite finale Nigeria-Mali. Et pourquoi pas, oui, une victoire des Aiglons, ça ferait plaisir à Mohamed Traoré, j'en suis sûr. Donc voilà. Oui.
Les Aigles du Mali, précisément. Alors, Joe Bell est avec nous. Joseph, grosse déception, j'imagine aussi, à Yaoundé, car on attendait un réveil du football camerounais, surtout chez les U17. Et finalement, après les grands, ce sont les petits qui ont déçu. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut vraiment penser complètement ce football camerounais? Bonjour à tous. Je ne crois pas que la déception soit si grave. La déception, c'est lorsqu'on s'attend à quelque chose. Je pense que nous sommes depuis longtemps dans la tourmente et chaque fois qu'il y a un bon résultat, c'est plutôt une surprise. Donc il faut que le sport continue de récompenser ceux qui travaillent, ceux qui sont imaginatifs. Donc je crois qu'il faudrait, et on l'a dit déjà au Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, il faut s'organiser, il ne faut pas confondre. Dans le passé, personne n'était organisé, donc un inorganisé gagnait. Mais aujourd'hui, les gens ont commencé à penser le développement du foot chez les jeunes et les gens ont commencé à s'organiser. C'est logique que quelqu'un de mieux organisé gagne. Et puis aussi, n'oubliez pas, il y a eu ce début du combat contre la tricherie, parce que pendant longtemps aussi, il y a beaucoup de pays qui venaient avec des joueurs plus âgés, donc les sanctions, ça a aussi aidé. Donc moi, je ne pleure pas sur une équipe qui perd, je regarde celle qui joue et je suis supporter de toutes celles qui jouent bien, en sachant que malgré tout, même si tout le monde joue bien, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Tout à fait. Alors Joseph, on va revenir sur le Cameroun parce que la situation est plus ou moins préoccupante. Est-ce qu'il faut maintenant prendre des choses à bras le corps et est-ce qu'il faut faire appel aux anciens? Que faut-il faire vraiment aujourd'hui pour faire renaître justement ce football camerounais? Parce que tout le monde attend, en quelque sorte, même si vous êtes neutre, mais bon. Oui. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas se cacher. L'espoir aujourd'hui, c'est que du Big Bang, de tout ce désordre qui est en train de se passer, en sorte finalement quelque chose, parce que évidemment le fait qu'on en soit arrivé là fait que l'attention de tous a été attirée et ça veut dire que personne ne peut dire qu'il ignorait la situation. Donc le Cameroun aura l'obligation de forcément montrer ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire de regrouper, d'essayer de mettre des gens qui sont capables d'apporter quelque chose. Bon, je crois que de dire que il faut faire appel aux anciens, c'est un peu générique, parce que tous les anciens ne sont pas forcément capables d'apporter quelque chose. Donc la définition est simple, il faut faire appel à des gens pour arrêter l'exclusion systématique. Il faut appeler des gens qu'on reconnaît comme pouvant apporter quelque chose. C'est tout. Ça peut être des anciens footballeurs, mais le football ne se gère pas uniquement qu'avec des anciens footballeurs. Et les anciens footballeurs, tous, n'ont pas des aptitudes à être dirigeants administratifs ou politiques du foot. Il y a beaucoup de postes dans le foot. Et tous ces postes-là sont importants. Voilà, bien merci Joseph. Et puis, bien sûr, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Africa 24 Football Club. Merci Joe. Partons maintenant en Côte d'Ivoire où Didier Drogba n'était pas à la CAN, mais les supporters ont gardé de très bons souvenirs, justement, du joueur et ne veulent pas l'oublier. Reportage sur place d'Olivier Conan. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN 2015, 23 ans après le premier titre en 1992 au Sénégal. Ce succès est venu couronner la carrière d'une génération de grands joueurs qui n'avait jusque-là pas remporté le trophée continental. La joie des supporters est cependant teintée d'un peu d'amertume parce que Didier Drogba, l'ancien capitaine des éléphants, n'était pas de l'équipe victorieuse. Il reste malgré tout dans l'esprit et le cœur des Ivoiriens. Didier Drogba, sache que les Ivoiriens t'aiment. Et cette coupe-là, c'est pour toi, Didier Drogba. Tu as toujours été le meilleur et tu seras toujours le meilleur. Pour certains, il faut savoir tourner la page. Didier Drogba a porté l'équipe pendant une décennie. Il faut respecter sa décision de partir. C'est un joueur inoubliable. Drogba, c'est un monument. Drogba, c'est un monument. Drogba est arrivé au moment où tout le monde avait le moral dans les chaussettes. Et puis il a pris l'équipe.
Il a essayé de mettre au point sur pied une équipe qui n'allait pas. Et puis il a assuré, il a marqué des buts franchement fantastiques. À cause de Drogba, nous, tous les Ivoiriens aiment aujourd'hui Chelsea. Didier Drogba a annoncé la fin de sa carrière internationale en 2014. Après avoir évolué en équipe nationale pendant 12 ans, il a décidé de se consacrer à son club de Chelsea en Angleterre. Pour les milliers de supporters qui ont scandé son nom pendant l'hommage aux éléphants au stade Félix Houphouët-Boigny, après la victoire sur le Ghana en finale de la CAN, il restera toujours un grand champion. Oui, Axel, vous êtes Gabonais, mais qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de Didier Drogba, ce grand joueur? C'est beaucoup d'émotions parce que j'ai eu la chance de le voir évoluer face au Gabon. Et nous qui suivons les joueurs africains, c'est un plaisir d'avoir ce genre d'attaquant. Pour nous, c'est un plaisir et c'est un modèle pour les générations futures. Oui, lorsqu'on voit les Ivoiriens, les supporters des éléphants scander son nom comme ça, surtout les femmes, il y a beaucoup de supporters justement qui suivent, qui se passionnent du football aujourd'hui. Mais vous, Saïd, que pensez-vous justement et que gardez-vous de Didier Drogba, même s'il ne fait plus partie de la sélection? Didier Drogba, je garde un souvenir d'un joueur qui a porté au plus haut les couleurs du football africain, d'un très très grand joueur qui n'a jamais refusé de sélection, qui s'est toujours comporté en grand professionnel, qui était dans un des plus grands clubs européens et qui malgré tout faisait systématiquement le voyage dans l'Afrique la plus profonde pour représenter les couleurs de son pays. Donc ça reste un très 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 grand joueur. Il y a eu des problèmes au sein de cette sélection de Côte d'Ivoire dans le passé parce qu'il y a eu énormément de talent. Mais ils n'ont jamais rien gagné parce qu'il y a eu des problèmes d'ego, parce que tout le monde ne tirait pas dans le même sens. Là, aujourd'hui, c'est dommage que ce joueur-là n'a pas remporté de Coupe d'Afrique, mais quand on voit que tout le monde s'est rallié derrière le capitaine qui est Yaya Touré, tout le monde a tiré dans le même sens, on voit que ça a porté ses fruits et que justement, ils ont pu réussir à avoir une Coupe d'Afrique et ça a pu réjouir tous les Ivoiriens tout autour du monde. Est-ce que c'est pas faute d'être un leader aussi, Samy? Parce que c'était un bon joueur, mais est-ce que dans les vestiaires, il savait rassembler? C'était un bon joueur, c'était un bon leader. On ne peut pas lui reprocher ça. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis. Quand même, quand on évoque le nom de Drogba, on pouvait faire le tour du monde et demander un peu partout. C'est quand même... on vous citera dans les 3 meilleurs joueurs africains, on vous citera maintenant Drogba. C'est quand même un nom qui pèse dans l'histoire du football africain, qui pèse dans l'histoire du football ivoirien et même maintenant dans l'histoire du football européen. Je ne pense pas que ce soit un problème de leadership. Comme l'a dit Saïd, clairement, il y avait quelques problèmes dans la sélection des éléphants. On le sait, c'était pas vraiment secret. Yaya Touré et Didier Drogba n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Ils se respectaient, tu l'as dit, sportivement. C'est vrai qu'en dehors des vestiaires, c'était un peu tendu entre eux, parce que voilà, ce sont des stars aussi, ils ont des égos. Mais si on compare Drogba, par exemple, à Eto'o, Drogba a beaucoup moins eu ce comportement de diva qu'on peut parfois reprocher à Eto'o. Et je pense qu'il a beaucoup fait pour le football africain, et il a beaucoup fait pour le football ivoirien, et on doit le remercier pour ce qu'il nous a procuré. Merci, Samy. Et puis encore un détour en Côte d'Ivoire pour évoquer la 7e journée du championnat de division inférieure qui s'est joué les 21 et 22 février. Je dis 7e, mais c'est plus que ça. On a joué déjà pas mal de matchs et 38 clubs répartis en 4 poules. Je vous propose de suivre le résumé d'une rencontre entre l'Union sportive de Koumassi et l'Union des clubs de Niamey avec Olivier Conan. Match équilibré entre l'Union sportive de Koumassi, USK en maillot bleu, et les Blancs de l'Union des clubs de Niamey, UC Niamey, une équipe de l'intérieur du pays. Sur ces bases du complexe sportif de Koumassi, l'USK se fait bousculer par les Blancs qui multiplient les offensives sans marquer. C'est d'ailleurs un peu contre le coup du jeu que Koumassi inscrit l'unique but de la partie en fin de match. 1-0 score final, l'entraîneur de Niamey est en colère contre ses joueurs. Parmi tous les matchs qu'on a joués jusque-là, c'est le match le plus minable. Parce que l'adversaire ne nous domine pas. Nous, on garde le ballon, on essaye de tisser le jeu. Et sur, je peux dire, une naïveté de ma défense, on encaisse un but. Voilà quoi, c'est pour cela que je suis un peu en colère. Le capitaine de l'USK est tout heureux de la victoire. L'équipe se rapproche de son objectif à 2 journées de la fin du championnat. Le match était un très bon match, c'était un match engagé. Bon, par la grâce de Dieu, on a forcé, on s'est battu et on a marqué le but de la victoire. C'est l'essentiel, c'est les 3 points. Après, on passe au match, à l'avenir, au prochain match. Notre ambition dans ce championnat, c'est de jouer la première place, de jouer la montée et d'être champion en D3, pour monter en 2-2. A noter que les 2 équipes ont décrit la qualité du terrain du complexe sportif de Koumassi.
Le terrain sablonneux a handicapé ses formations dans le déroulement de la partie. Voilà, donc c'était la 37e journée. Au Gabon, c'est ce qui manque, pas au Gabon, mais en Afrique, dans certains pays, c'est le problème de terrain, en quelque sorte. Le problème des infrastructures, effectivement, là, c'est un cas très identique à ce qui se passe au Gabon. C'était bien qu'il a précisé que c'est la D3. Effectivement, les divisions en dehors de la division d'élite au Gabon et comme en Afrique, les terrains sont impraticable, c'est pas réglementé, quoi. On vient de le voir sur les images et c'est quasiment le même constat au niveau du Gabon. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Et puis la finale de la CAF Orange 2015 à Blida, et justement c'est Sétif qui l'a remporté au stade Moustapha Tchaker, Sétif qui a battu justement Al-Ali. Alors Saïd et Samy, un petit mot, ça se jouait quand même à domicile pour Sétif. Hein. Bah oui, ça se jouait au stade de Blida, c'est un petit stade pas très loin d'Alger, donc c'est un stade bouillant, c'est le stade où l'équipe nationale d'Algérie joue. Donc c'était à domicile pour l'équipe de Sétif. L'équipe de Sétif qui n'avait pas montré un beau visage lors de la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Ils étaient sortis très rapidement et ils n'avaient pas proposé grand-chose. Là, ils ont gagné la Super... Ils ont quand même fait une belle prestation quand même. Hein, oui, là, ils ont gagné la Super Coupe d'Afrique donc face à Al-Ali qui n'est pas un adversaire facile. Donc c'est une très très belle chose. Voilà, donc c'est très intéressant et c'est une ligne de plus au palmarès de cette équipe de Sétif. Mais justement, Vita Club aussi a connu cette équipe en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai que c'est une belle performance de Sétif. Comme tu l'as très bien dit, ils nous avaient beaucoup déçus. On attendait beaucoup d'eux lors du championnat du monde des clubs. En plus, c'était au Maroc. Ils auraient pu essayer de faire quelque chose. Malheureusement, ils nous avaient déçus. Et donc là, oui, ils étaient à domicile. Ils ont saisi leur chance. Al-Ali, oui, c'est pas n'importe quoi. De par son palmarès, on peut être d'accord que c'est quasiment le meilleur club africain. Donc oui, grosse performance et moi je trouvais que c'est une belle vitrine pour l'Afrique, ce genre d'affiche, c'est bon pour le football africain. Oui, justement. Et nous allons terminer avec la première partie de cette émission et justement c'est un grand joueur qui va quitter le terrain, précisément du Zalang qui a décidé de se retirer. Il s'agit de Juvenal Njogo Montalban, le numéro 6 du Zalang national. Il défend le pays depuis 2003, ça fait 12 ans et c'est suffisant, c'est ce qu'il a dit. Et il a souligné justement donc au cours d'une conférence de presse. Et puis Asuncion Chama Eyene était sur place. Regardez son reportage. Le numéro 6 du Zalang national Juvenal Njogo Montalban se retire définitivement de la sélection équatorienne. Objectif, laisser la place aux joueurs les plus jeunes. Né le 3 avril 1979 à Sabadell, le plus ancien joueur du Zalang national reste confiant pour la relève. La nouvelle génération est talentueuse et pleine d'avenir. Dans ce sport, au moment où quelqu'un sort, un autre entre. Je sais aussi que les choses ont un début et une fin. Et je vois qu'il y a déjà la relève. Je pense que c'est le bon moment pour céder la place. C'est dans une ambiance de tristesse que se sont exprimés ses collègues. Pour eux, Juvenal Njogo, l'un des anciens capitaines de la sélection, s'est singularisé non seulement par son talent, mais aussi par ses qualités humaines. C'était très émouvant quand ils nous avaient annoncé la nouvelle. Depuis 2007, nous avons fait plusieurs matchs. Beaucoup de bons comme de mauvais moments au sein de la sélection. C'est un talent qui s'en va. C'est lui principalement qui m'a parlé, qui m'a convaincu afin que je fasse mon entrée en sélection nationale. Nous sommes tous un peu tristes de ce départ. Sincèrement, il a été un enseignant, un grand exemple pour moi et pour tous ceux qui ont été avec lui. C'est une peine de le voir se retirer maintenant. Juvenal Njogo a défendu les couleurs nationales pendant près de 12 années au poste de milieu du terrain. Après sa retraite internationale, Juvenal Njogo pourrait aussi annoncer la fin de sa carrière dans son club pour la fin de cette année. Voilà, Saïd et Samy, un dernier mot. Je trouve qu'il est jeune pour partir, pour prendre sa retraite internationale. Mais quoi de plus beau que de partir après justement une Coupe d'Afrique à domicile et un si beau parcours de la Guinée équatoriale sur lequel, je le rappelle, on ne misait pas 1 euro pour un tel parcours. Donc c'est beau de partir comme ça, surtout qu'il a il a beaucoup de sélections, une longue carrière internationale. Donc il est parti, vaut mieux partir sur un souvenir comme celui-là que partir derrière une défaite ou une élimination. Sauf Samy qui a perdu 3 000 euros en pariant
Oui, non. Non, mais oui, c'est une bonne chose pour lui. Il a beaucoup donné. Il a commencé en 2003, donc il a connu les très mauvais moments, je pense, de la Guinée équatoriale pour finir sur les chapeaux de roue avec une belle demi-finale et une belle 4e place lors de la dernière CAN. Donc chapeau à lui et j'espère qu'il profitera bien de sa retraite. Voilà, merci messieurs. Fin de la première partie de cette émission. Après la pause, eh bien, nous allons parler du football gabonais et puis nous allons accueillir, s'il vous plaît, l'avocat de Souleymane, Souleymane, souvenez-vous, la semaine dernière, interdit de rentrer dans le métro par les supporters anglais de Chelsea et maître Jim Michel Gabriel sera avec nous sur le plateau. Juste après la pause, on se retrouve. À tout à l'heure.